Donc, j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis, j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. Pierre Casounogues, quand on ne fait rien, c'est fou ce qui se passe. Voilà. Hein, c'est l'enseignement de la nausée. Voilà, et il montre la seule chose que l'on peut gagner à perdre son temps, c'est une autre façon de voir les choses. Que le monde commun, le monde que nous connaissons, le monde de nos habitudes, eh bien, se défait et on voit autre chose. On n'est plus en surface ou dans un état de survivance. On rentre dans la vie elle-même. Ne rien faire, c'est regarder les choses séparément du besoin qu'on en a. Voilà, exactement. C'est les laisser être pour elles-mêmes et c'est finalement le seul but du temps perdu. Si le temps perdu a un autre but, si l'on espère en gagner quelque chose, eh bien, par définition, ce n'est plus du temps perdu. Dans un passage un tout petit peu avant, il commence justement à pressentir cette nausée. Il est dans un bar avec un verre de bière et il s'aperçoit qu'il essaye d'éviter son regard justement qu'il essaye d'éviter de regarder le verre de bière et c'est comme si en fait il avait peur que le verre de bière le regarde. Eh bien, c'est que dans cette inactivité, eh bien, les choses redeviennent elles-mêmes au point qu'elles pourraient nous regarder. Mais attention, parce que quand il regarde le verre de bière avec son écusson marqué dessus Spatenbräu, ou je ne sais plus comment il dit ça, il dit je m'enfonce lentement dans la peur. Ce à quoi le temps perdu nous expose, c'est une expérience de l'effroi, de l'épouvante devant celui qui est soudain confronté à, eh bien, tout simplement à la vie sans artifice. Bien justement, il faudrait réussir à être capable d'appréhender cet univers du temps perdu sous différentes modalités et pas seulement sous cette espèce de vertige ou d'effroi, de nausée de Sartre ou d'effroi pascalien. Il faut réussir à être capable de le voir sous différentes façons. Ne pas vivre le temps perdu et ce que le temps perdu nous permet de voir. Comme terrifiant, c'est extrêmement difficile. Oui. Les hommes ne se divertiraient pas si c'était si facile que ça. Voilà, il faut le divertissement, c'est justement le contraire du temps perdu. C'est une autre forme, une autre façon d'occuper le temps perdu, de le masquer. Ce que Pascal oppose au divertissement, justement, cette espèce d'effroi, c'est aussi une unique façon de voir le temps perdu, une unique façon de voir cet univers vertigineuse. Il y aurait d'autres façons. On peut dire que le fumeur qui passe son temps à fumer des cigarettes, il perd son temps, mais ces cigarettes, elles donnent à ce temps perdu une atmosphère uniquement grise. D'ailleurs, le fumeur dira qu'il ne perd pas son temps, mais qu'il le suspend. Souvent. Vous croyez ? Ça dépend. On ne fume pas de la même façon, peut-être. La mélodie du tic-tac et autre bonne raison de perdre son temps, c'est chez Flammarion, c'est de vous. On va donner toute sa chance à toutes ces raisons que vous donnez, toutes ces bonnes raisons que l'on a de perdre son temps. Et on va commencer pour ça par examiner un film qui dit exactement l'inverse, qui a pris au pied de la lettre Benjamin Franklin, le jour où Benjamin Franklin a dit « Time is money ». C'est un film, Time Out, avec Justin Timberlake, un film où la monnaie, c'est du temps. C'est-à-dire que la seule fortune d'un ouvrier, c'est le nombre de minutes que sa journée de travail lui a rapporté à la fin d'une journée. Et les tractations se font uniquement avec du temps. Les individus se serrent la main et se donnent du temps les uns aux autres. Le temps sur le poignet, c'est en fait le temps qu'il leur reste à vivre. Et lorsqu'ils n'ont plus de temps, c'est-à-dire plus d'argent, ils s'éteignent d'un seul coup, ils meurent. Et donc le film, il illustre parfaitement cette formule de Benjamin. Je m'aperçois en vous parlant d'ailleurs qu'on a oublié l'essentiel,
c'est-à-dire le sablier. Voilà, le sablier dans la marine, la marine du XVIIe siècle, s'appelait le garde-temps. Ouais. Parce que c'était avant que les horloges fonctionnent parfaitement, et donc on avait besoin du sablier pour mesurer le temps qui s'écoulait réellement et calculer, eh bien, en comparant à l'heure solaire, on avait en fait de la longitude. Donc ce sablier comme garde-temps, et il y avait ce qu'on appelait des mangeurs de temps. Donc les mangeurs de temps, c'était des marins paresseux qui retournaient le sablier avant la fin de leur quart pour avoir un quart un peu plus court. Et on arrivait donc à un véritable décalage. Du coup, le bateau s'égarait. Exactement. Et c'était du temps qui disparaissait. C'était réellement du temps perdu. C'était une des formes, voilà, le temps perdu. Il y a toute une série de formes que peut prendre le temps perdu. L'oubli, c'est aussi une façon de perdre son temps, de le laisser échapper. On pourrait dire les vers de Lamartine, « Autant suspend-on au vol ». Pendant combien de temps, disait Alain? Voilà. Commencer son cours sur le temps en disant « Autant suspend-on au vol ». Oui, d'accord, mais combien de temps? Mais perdre son temps, c'est aussi justement ne pas vouloir qu'il se suspende, le laisser aller. Alors, ici, c'est le contraire, hein. Voilà, le film, là, ou l'image, illustre parfaitement cette idée dans laquelle on vit toujours, que donc le temps, c'est de l'argent et que le temps doit s'économiser, qu'il faut en faire quelque chose, qu'il faut en faire quelque chose d'utile. Et Benjamin Franklin, dans ce texte où il dit « le temps, c'est de l'argent », il le pense littéralement et il calcule, par exemple, le temps que l'on perd lorsqu'on va boire un verre au bistrot au lieu de travailler. Eh bien, c'est à la fois le prix de la bière et les heures que l'on n'a pas travaillé, ou si on abat son arbre avant l'heure, eh bien, on a perdu l'épaisseur de bois que l'arbre aurait fait. Donc cette idée que le temps, il doit toujours être utile et justement, perdre son temps... C'est assez optimiste, au fond, cette idée. C'est le contraire de l'entropie. C'est l'idée que le temps ne délite pas les choses, mais au contraire en produit. Dire que le temps, c'est de l'argent. Non, je ne suis pas d'accord. Dire que le temps... C'est une hypothèse, hein, c'est pas une conviction, mais... Non, je vois plutôt la chose que, justement, le temps aurait tendance à tout déliter et qu'il faut, au contraire, le garder, le préserver, en faire quelque chose, justement, contre ce délitement possible de la vie et du temps. Au départ, quand même, en amont de cette formule de Benjamin Franklin, on trouve, Max Weber a étudié ça dans l'éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme, qu'il y a cette idée que le temps perdu, c'est du péché, que fondamentalement, perdre son temps, trop dormir, ne rien faire, c'est un péché. Et Benjamin Franklin, il le reformule sous cette forme économique, que perdre son temps, c'est plus un péché, c'est économiquement néfaste. Mais c'est quand même la même idée qui se prolonge. Travaillez, travaillez, prolétaires, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez, pour que, devenant plus pauvre, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérable. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. C'est Paul Lafargue qui dit ça dans Le droit à la paresse, un texte formidable d'ailleurs, dans lequel il montre que le refus de travailler, ou plus exactement le refus de meubler le temps, oui, est une démarche subversive, presque révolutionnaire. Ce film en témoigne, si besoin était. C'est Alexandre le Bienheureux, le film d'Yves Robert de 1967. Donc on est vraiment juste avant un moment qui s'ignore encore, mais on est avant 68, et c'est le premier film 68 heures. C'est un homme qui décide que du jour au lendemain, après la mort de sa femme, qui était un bourreau de travail, eh ben, il ne travaillera plus, il ne fera plus rien. À quoi on lui objecte qu'un ouvrier qui ne travaille pas, c'est pas moral. Oui, il n'est pas exactement un ouvrier, c'est un riche propriétaire terrien qui a dans le film... Mais il a une vie d'ouvrier agricole. Voilà, il travaille pour sa femme. Mais alors, dans le film, effectivement, il semble induire une forme de résistance. Il met de résistance donc à cette idée d'économie du temps. Il met le village dans la pagaille. Les autres commencent aussi à décider de dormir. Cependant, pour moi, il ne perd pas vraiment son temps. Il prend son temps. Il prend son temps, voilà, exactement. C'est-à-dire, voilà, il y a toutes ces scènes où donc il a travaillé pendant 10 ans pour sa femme qui tournée en esclave, et puis sa femme meurt, et il décide que là, il va s'occuper de lui-même, il va se reposer, il va dormir. Il va prendre le temps de se rouler une cigarette et de se la fumer. On parlait de cigarette tout à l'heure. C'est une réplique du film.
Voilà, exactement. Mais justement, ça n'est pas qu'il perd son temps. C'est au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, à sa femme en l'occurrence en travaillant, eh bien, il va le garder pour lui et se faire plaisir avec son temps. Il y a cette scène, par exemple, où il est au lit et il a installé des sortes de poulies pour pouvoir manger du saucisson au lit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'au fond, il ne veut pas perdre du temps à aller dans la cuisine chercher le saucisson. Mais justement, le temps perdu, ça serait le moment, ça serait ce trajet entre le lit et le saucisson dans lequel il pourrait découvrir quelque chose d'imprévu. Et là, ce temps perdu, il n'existe pas, il prend son temps. Donc Alexandre. ne rien faire ou dire je vais prendre le temps de me rouler ma cigarette, de me fumer ma cigarette, etc., ça n'est pas tout à fait perdre du temps. C'est au contraire un exercice de jouissance, de prendre son temps. Mais alors, par exemple, regardez, c'est un extrait qu'on va diffuser dans son intégralité. Oui. C'est-à-dire que ça fait à peu près 1 minute 50 que nos téléspectateurs pourront voir et qui leur rappellera, en tout cas à certains d'entre eux, je leur souhaite, d'excellents souvenirs. Ce sont les vacances de M. Hulot et la fameuse panne sur la route de M. Hulot. Regardez. Oh, regardez, ce panorama, cette rivière à travers la prairie, ce petit village, cette église, c'est vraiment très scientifique, as you say in English. Oh, je n'avais pas remarqué cette rue qui passe là-bas. They're behind the tree. C'est vraiment joli. C'est ça, bien sûr. The greenness. This region is perfect for holidays. Is it not? Yes, it's most enjoyable. It's my first vacation in this part of France. And the best as well. I find the people here most charming and helpful. But I do miss my cup of tea. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Mais je suis montée, je suis redescendue. Elle est montée, elle est redescendue. Voilà, alors ça, Hein, elle est montée, elle est redescendue. C'est comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est le temps perdu. C'est-à-dire, M. Hulot part en vacances. Partir en vacances, ça n'est pas encore du temps perdu. C'est prendre son temps, se reposer. C'est le double du travail, ce qui va avec. Mais lorsque la voiture, elle tombe en panne sur la route des vacances, là, on perd du temps. Et justement, on voit bien la différence ici entre perdre son temps et les vacances. Et M. Hulot, c'est un des meilleurs exemples pour moi et un des plus beaux exemples du temps perdu. Parce que c'est de l'action pure. c'est un décalage par rapport au rythme qui est attendu. C'est-à-dire, il est toujours dans une sorte de dysrythmie, comme on parle de dysfonctionnement ou de dystopie, il est décalé par rapport au rythme des vacances. Tout le monde part en vacances, lui, il est tombé en panne. Là, dans le film, dans l'extrait, on voit cette sorte de problème de rythme lorsque le camion, sauf que là, il est exactement dans le bon rythme, le camion passe et il enlève ses jambes juste au moment où le camion passe. Et il y a toujours ce problème de rythme et ce décalage par rapport au rythme. Il y a une autre au rythme attendu, il y a une autre scène dans laquelle il est en train de manger à côté d'un matelot. Passe sa manche. Exactement, et M. Hulot s'essuie la main sur la chemise du matelot. À chaque fois, en fait, c'est la bouche du matelot qui se sert de la manche de M. Hulot, qui va chercher quelque chose en lui passant devant à chaque fois. Voilà, et donc M. Hulot fait le geste exactement au mauvais moment. Et on peut l'opposer au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Charlie Chaplin, donc, dans les scènes très connues, travaille à la chaîne et il prend le rythme de la machine, il visse un boulon, il continue à visser un boulon. Et M. Hulot, eh bien justement, il visse le boulon au mauvais moment, il est désynchronisé par rapport à la machine, et là, il perd son temps. Et qu'est-ce qu'il montre et qu'est-ce qu'il nous montre en perdant son temps? Eh bien, il nous montre une
poésie, des vacances beaucoup plus belles que celles qui auraient lieu. C'est-à-dire, il n'a pas gagné autre chose, il n'a pas gagné un jour de vacances en plus, il a simplement mis en évidence une autre façon de passer ses vacances. Et il montre aussi une synchronisation qui n'est pas utilitaire. Une façon d'être synchronisé, parce que c'est des chorégraphies extraordinaires, monsieur Hulot. Le coup des jambes, là, avec la voiture Oui. qui passe, c'est étonnant. Et puis, le coup de la manche, qui, exactement au moment où le type se sert de sa serviette, lui sert de serviette et d'essuie-bouche, c'est étonnant aussi. C'est une synchronisation qui n'a rien à voir avec l'utilité collective, au fond. Voilà, je tiens quand même à l'idée de désynchronisation, mais c'est une espèce de chorégraphie ou de mélodie Il y a une chorégraphie. par la désynchronisation, par la rupture avec le rythme attendu. C'est le fait d'élaborer un autre rythme en se décalant par rapport au rythme attendu, en se décalant par rapport à ce temps homogène, de la vie mesuré qui passe sur le poignet des personnages de Time Out. Au fond, le temps perdu, c'est un temps qui n'est pas quantifiable. Oui. Parce que time out, c'est très exactement un temps en quantité. Oui. Monsieur Hulot désigne un temps qui n'est pas quantifiable. Et quand on sort de la quantité de temps, soit du temps gagné dans time out, ou bien du temps qu'on prend dans Alexandre le Bienheureux, on est dans un projet politique. Avec ce temps qui n'est pas quantifiable, mis en scène par Jacques Tati, on sort d'une ambition politique. Il n'y a pas d'ambition politique dans le film de Tati. Non, il n'y a pas d'ambition politique. Le temps qui ne se quantifie pas, c'est aussi celui des mangeurs de sable, Oui. c'est du temps perdu, justement, qui exactement sort de la quantification. Et effectivement, perdre son temps, c'est, à mes yeux, une forme de résistance. C'est une façon de ne pas céder à cette idée, à cette espèce d'idéologie qui nous environne, que le temps, c'est de l'argent. Mais en soi, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Et pour moi, là, une très belle façon de l'illustrer, c'est la chanson au départ de Zachary Richard qu'a repris Travailler, c'est Julien trop Clerc. dur. Voilà. Travailler, c'est trop dur. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, On me demande de quoi je vis. je dis que je vis de l'amour. Et j'espère de vivre vieux. Et que j'espère vivre vieux. Voilà, Voilà, c'est- de vivre vieux. Oui. Puisque c'est une grammaire, c'est Zachary la grammaire Richard québécoise. Et cajun, je crois. Ouais. Et donc, c'est une grammaire qui est teintée d'anglais. Et c'est pour ça qu'il y a ces espèces de décalage par rapport au français. Et donc, dans ce refrain, on voit que, et surtout là, avec la façon dont Zachary Richard le chante, qui est une façon assez pessimiste, noire, eh bien, on voit que finalement, il y a quelque chose d'impossible dans cette résistance. Que voilà, on ne travaille pas, on ne vole pas, on ne mendie pas, mais alors, de quoi on vit? Et il s'en sort par un tour de passe-passe. Je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Mais il y a une espèce d'impossibilité. Voilà, une impasse, effectivement, une impasse. Elle est là, l'impasse. C'est Oblomov, la pièce de théâtre mise en scène par Volodya Ser, enfin, pièce de théâtre tirée du livre de Goncharov, mise en scène de Volodya Ser, sublime Guillaume Gallienne, interprétant, j'allais dire Molotov, Oblomov, et disant notamment, pas loin d'ailleurs du moment que nous avons choisi de montrer ici, où c'est un rêve d'Oblomov, l'ennui, 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 où est l'homme dans tout ça? Où est son entité? Où a-t-il disparu? Comment s'est-il éparpillé en vétilles? Voilà un homme qui ne fait rien parce qu'il sait tout. Et ce qu'il sait le contraint à rester sous ses pelisses sur son canapé. Il est atteint d'oblomovisme. Oui, alors, il y a deux personnages qui sont en train de dormir, Alexandre le Bienheureux, Oblomov. Mais ils ne dorment pas de la même façon. Et ils dorment de façon tout à fait différente, puisque Alexandre, il prend son temps, et Oblomov, lui, véritablement, il le perd. Il ne le perd pas par décision, il le perd pas par résistance, il le perd parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Et il y a une espèce de paresse inévitable et qui, effectivement, le rend finalement assez malheureux. Il perd l'amour d'Olga parce qu'il n'arrive pas Il ne peut pas y croire. et ni même, du coup, à aller à leur rendez-vous. Et il lui reste que son divan. Effectivement, Son divorce et son divan. c'est le temps perdu poussé à sa limite, et sans doute qu'il illustre le désir que nous avons tous, mais qui est refoulé dans cette idéologie de l'économie du temps, de ce désir du temps perdu, et qui là prend toute la place. Mais la meilleure... Est-ce que ça ne renseigne pas, aussi sur le fait que la paresse est une modalité de la peur? Quand on dit j'ai la flemme, ou bien j'ai pas envie, ça peut aussi vouloir dire j'ai peur. Parce que lui, c'est ça. Il a la flemme de se lever, mais il a peur.
Il a peur de ce qu'il sait, de ce qu'il voit, de ce qu'il pressent, de la vanité des activités humaines. C'est la peur qui le maintient dans son lit. Non, je ne pense pas. Non. J'aurais envie de dire qu'au contraire, c'est la peur qui nous pousse à faire quelque chose, dans une veine pascalienne, que c'est la peur de ce vide qui nous pousse à constamment être en train de parler, d'agir, de meubler notre temps. Donc c'est Stolz, l'ami, il s'appelle Stolz, je crois, l'ami d'Oblomov, c'est lui qui a peur. Lui est dans l'action, dans l'activité, dans la conquête sociale, etc. C'est lui qui a peur plus qu'Oblomov, vous croyez? Voilà, Oblomov, c'est un espèce d'image de ce désir du temps perdu qui prend toute la place. Il le pousse à la limite, et d'une façon totalement involontaire. Il est incapable de rien faire, sa paresse est la plus forte. Pour moi, la meilleure illustration du temps perdu, c'est dans Aurélien, le roman d'Aragon. Ah, quand il range sa chambre. Il range sa chambre. Il attend Bérénice. Il attend Bérénice, et avec Bérénice, il y a tout un passage sur le temps gâché, le temps que gâche Bérénice en n'allant pas au rendez-vous, par procrastination, un peu comme Oblomov. Et il y a également ce décalage temporel lorsque Bérénice et Aurélien se ratent par un tout petit vice. Juste, ils ne sont pas au bon endroit. Et voilà. Il a la manie de faire le ménage, lui. Et Aurélien, il est rentier, il ne fait rien, il perd son temps. Et la première C'est un athlète mondain. Oui, il le décrit comme ça. Il le décrit aussi comme un traînard. Mais la première façon par laquelle il rentre dans le monde du travail, en fait, c'est en décidant de faire le ménage chez lui. Il commence à frotter et donc, d'une certaine façon, à travailler. Et il finira par travailler comme tout le monde dans la vie. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail. Ça nous prépare une belle pagaille. Vous citez Zacharie Richard et moi, Alain Souchon. Ça, c'est la dernière image du jour. Vous y teniez parce qu'on est ici en présence... Alors, c'est une scène qui est hyper commune. Oui. Hyper commune. Il n'y a pas plus familier que cette image, c'est-à-dire l'image d'individus réduits à des petites monades, des entités insécables, closes sur leur propre univers et qui regardent leur portable, qui jouent avec leur portable. Est-ce qu'on est ici dans le temps perdu? De quelle façon est-ce qu'on s'y trouve? Ou est-ce qu'on est au contraire dans un temps qu'on veut remplir à tout prix? On est dans un temps aliéné. Voilà. Et justement, on voit ces personnages devant leur portable. Ils sont désynchronisés les uns des autres, apparemment, et en même temps, ils sont resynchronisés par la machine que cache le portable. Que vraisemblablement, eh bien, ces personnages avec leur portable, ils sont tous en train d'utiliser les mêmes applications, peut-être en train de jouer avec le même jeu. Et donc, c'est une désynchronisation, mais pas du tout comme on l'a rencontré dans le film. Parce qu'on pourrait se dire, chacun est dans son univers, chacun est dans son temps. Mais en fait, ils ne le sont pas. Ils sont dans le temps de la machine qui est finalement, à des toutes petites marges près, le même pour tout le monde. Vous voulez dire que quand je fais ce geste hyper familier d'ouvrir mon portable, de faire le code et d'arriver sur mes jeux, mes téléphones, mon agenda, mon emploi du temps, etc., je fais exactement, je m'inscris dans un temps collectif. C'est pas le moment où je reprends le pouvoir sur ma propre vie, c'est le contraire. Exactement. Comme, voilà, on peut dire, comme je fais une expression de ma grand-mère qui me revient en tête, ce temps, il est perdu, mais comme elle disait, il n'est pas perdu pour tout le monde. C'est-à-dire que ce temps, finalement, que vous auriez passé, disons, dans une gare, 1 heure d'attente à un train, ce temps que vous auriez passé à ne rien faire, peut-être à flâner dans le quartier ou à regarder le paysage, à ne rien faire, eh bien, maintenant, on le passe sur son portable, à envoyer des messages, à jouer à son jeu. Et ce temps qui aurait été un temps de l'inactivité, eh bien, il est finalement repris dans un système ou bien de travail, on peut envoyer des messages de travail, ou bien au moins un système marchand, que à chaque fois que je vais sur un site, ce sont des données qui sont finalement revendues. Et donc, il n'y a plus de temps perdu. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que... On s'ennuie tous, mais il y en a qui en sont conscients. On peut le dire comme ça? Oui, ou disons, avant d'avoir ce téléphone portable, je m'ennuyais vraiment. C'est-à-dire, il y avait des moments où je ne faisais rien, je traînais, je faisais rien. Et ces moments où je faisais rien, en fait, maintenant, je les remplis avec mon téléphone. J'envoie des messages. Et finalement, ce téléphone, ou cette énorme machine qui est derrière mon téléphone, c'est une machine qui me mange le temps, qui me bouffe le temps, que ce temps perdu, eh bien, je l'ai donné à la machine et il ne m'en reste plus. Et donc, c'était vraiment pour
essayer finalement de regagner ce temps perdu que j'ai écrit le livre comme une sorte de livre thérapeutique pour essayer de me forcer, de me convaincre moi-même de laisser de temps en temps mon téléphone portable et de revivre ce temps perdu. Vous savez qu'on a fait toute l'émission sur le temps perdu, il y a un seul auteur, enfin il y en a plein, mais sur ce sujet-là, il y a un auteur qu'on n'a pas cité, c'est drôle quand même, c'est Marcel Proust. Il y a celui qui part à la recherche du temps perdu et celui que nous n'avons pas cité. Dans La prisonnière, quand je vis que d'elle-même, elle ne m'embrassait pas, que ce ne serait qu'à partir du baiser que commenceraient les minutes calmantes et véritables, comprenant que tout ceci était du temps perdu, je lui dis « Bonsoir, il est tard ». Et elle répondit « Bonsoir, tâchez de bien dormir ». Bravo Pierre.